et bienvenue à cette émission en direct des antennes de la télévision du Burkina que nous vous proposons à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce jour 12 août. Au Burkina Faso, la commémoration de la journée a démarré depuis le 10 août et cette journée est placée sous le thème de l'autonomisation de la jeunesse et capture du dividende démographique. C'est l'occasion pour le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle de faire l'état des lieux de ces actions majeures en faveur de la couche jeune pour la période 2017-2018 et d'envisager de nouvelles perspectives, toujours pour l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. C'est donc une émission qui va se dérouler en deux temps. D'abord, il y aura les échanges sur le plateau avec les invités pour la première partie, donc, et puis ensuite, les questions des téléspectateurs qui pourront donc intervenir par appel téléphonique pour des questions ou des suggestions. Sur ce plateau, ce soir, pour le débat, nous recevons le premier responsable du ministère en charge de la jeunesse, le docteur Soumaïla Ouedraogo, qui est présent avec nous. Et nous avons les directeurs généraux du dit ministère. Je vais peut-être les présenter, mais comme je ne les connais pas, peut-être qu'ils vont ils vont répondre. Nous avons le secrétaire général d'abord du ministère, M. Darankoum Christian. Nous avons le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente, M. Pilga Larba, à ma gauche. Et nous avons également le directeur général de l'insertion professionnelle et de l'emploi, Koulibaly Al-Sami, qui est là. Et le directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, M. Sébastien Sanou, qui est là derrière. Et puis le directeur général... Ganame Ali. Ganame. Ah oui, Ali. Ah, Ganame. D'accord, Ganame Ali. Ouais. Ok, Sébastien Sanou, lui, c'est le fonds d'appui. Voilà, aux initiatives des jeunes. Aux initiatives des jeunes. D'accord. Ensuite, le directeur général du Fonds d'appui à la promotion de l'emploi. Directrice générale, ok. Madame Kadidiatou Dao. On a le représentant du directeur général, c'est ça, qui n'est pas là. Ok, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Monsieur Kaboré. M. Kaboré Frédéric, et le coordinateur du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, M. Rasmane Ouedraogo. C'est ça, c'est tout. Le programme national du volontariat, ils ne sont pas là. Et nous avons également des bénéficiaires, des jeunes bénéficiaires du fonds Ivoiro-Burkinabé. Et nous avons M. Kevin Douamba. Il est le bénéficiaire de ce fonds Ivoiro-Burkinabé, donc c'est un start-up, c'est ça, avec son projet Agri-Pyramide. Il va nous en parler tout à l'heure. Mademoiselle Claudia Nanema, qui est également bénéficiaire du même fonds, avec un projet de transformation du moringa en thé. Et enfin, Sylvain Salga, il est également bénéficiaire du même fonds et il est porteur d'un projet dénommé Climax, grenier frais. Merci à tous. Merci d'être là sur ce plateau. Bonsoir encore et bienvenue. Alors, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 12 août Journée internationale de la jeunesse, et cela en 1999. C'est donc une journée qui célèbre les jeunes hommes et femmes comme acteurs essentiels du développement. Au Burkina Faso, la journée est commémorée de façon régulière depuis 2006. C'est donc une journée qui offre, comme nous l'avons mentionné, l'opportunité aux acteurs de la planète jeunesse, à savoir gouvernants, OSC, ONG et organisations de jeunes, de mener des réflexions sur l'avenir de la jeunesse. Avant de faire l'état des lieux des actions fortes du département en charge de la jeunesse en faveur de cette couche sociale, donc, nous allons dire juste un mot sur la jeunesse burkinabé elle-même. Et je vais m'adresser à Monsieur le ministre. On dit souvent que la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Mais plus sérieusement, qui est jeune au Burkina Faso et qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des critères de jeunesse au Burkina Faso? Oui, merci Madame Gambou. Je voudrais, avant tout propos, saisir l'opportunité pour présenter mes condoléances les plus attristées
à mon propre nom et au nom de tout mon département, au chef d'État général des armées et à toutes les familles des gendarmes tombés hier sur le front de la lutte pour assurer notre sécurité à nous tous. Que Dieu les reçoive dans son immense bonté et que les autres militaires qui sont au front ont nos encouragements, que Dieu guide leurs pas et leur donne encore plus de détermination pour que nous barrions la route à cette barbarie inouïe, insensée, ignoble et à cette lâcheté jamais égalée. Pour revenir à votre question, c'est vrai, on n'invente pas la roue. Le Burkina Faso fait partie du concert des nations africaines et des nations du monde. Et en 2006, l'Union africaine à Banjul a décidé d'une charte, la charte africaine de la jeunesse, où il est clairement établi qu'un jeune, dans l'espace africain en tout cas, celui qui est âgé entre 15 et 35 ans. Le Burkina Faso a ratifié cette charte en 2008, ce qui a été traduit au niveau de notre politique nationale de la jeunesse. Et pour revenir simplement et clairement, sans ambiguïté, au Burkina Faso est jeune celui qui a un âge compris entre 15 et 35 ans. D'accord. Alors, comment se porte la jeunesse burkinabé, monsieur le ministre, et surtout comment elle prend part justement, elle prend sa place dans le Conseil des Nations, comme vous l'avez mentionné? Je pense que là encore, on ne refait pas l'histoire, mais on veut améliorer les choses. La jeunesse burkinabé se comporte comme elle s'est toujours bien portée de par le passé. C'est une jeunesse combattante, très résiliente. C'est une jeunesse qui a été de tous les combats, en tout cas au moment les plus sombres de l'histoire de notre pays. Je ne vais pas revenir ici des détails. Et c'est une jeunesse encore qui continue de se battre malgré les conditions assez difficiles, parce que le Burkina Faso est reconnu par toutes les nations comme étant un pays difficile, mais un pays qui regorge des travailleurs. Même si quelquefois il y a quelques brebis galeuses qui donnent des exemples qui ne sont pas du tout des exemples dignes de Burkinabé. Et comme vous l'avez dit si bien, une jeunesse de plus en plus consciente de ses besoins et qui revendique par des méthodes plus ou moins conventionnelles prises en compte dans les politiques des gouvernants. Est-ce cela qui a inspiré le concept de jeunesse politisée? Est-ce cela qui fait dire à certains que la jeunesse burkinabé est politisée, monsieur le ministre? Mais si la jeunesse burkinabé n'est pas politisée, nous devons tous commencer à chercher une terre d'exil. Parce que la politique, comme le disait le professeur Kizerbo, c'est l'art de gérer la cité. Il y a ceux qui peuvent gérer la cité à travers leurs innovations, leurs créations. Il y a ceux qui font, comme nous, l'option d'aller sur la scène politique. Et en tout cas, parce que nous sommes convaincus d'un idéal et conquérir les autres pour que nous menions le combat ensemble. Donc, que la jeunesse burkinabé ne soit pas politisée, c'est ça qui doit être inquiétant, qu'elle soit politisée. Voilà. Maintenant, que la jeunesse soit politisée ne veut pas dire également l'anarchie. On ne crée pas une association dite apolitique pour se mettre au devant de la lutte politique quand cette lutte concerne la conquête du pouvoir. Mais quand cette lutte concerne la gouvernance, quand cette lutte concerne le développement du Burkina Faso, à ce moment, comme on l'a dit, c'est une lutte pour le développement du Burkina Faso, pour une gestion harmonieuse de la cité. En ce moment, on est... Mais on ne se cache pas derrière des associations comme certains le font pour pouvoir faire de la politique. Là, c'est pas... j'allais dire, c'est pas honnête. Est-ce cela qui explique le fait que le Conseil national de la jeunesse créé en 2008 justement, et connaissent en ce moment une traversée du désert puisque semble-t-il cette structure fêtière de la jeunesse n'arrive pas à renouveler ses instances. Est-ce que vous êtes au courant des difficultés qui minent cette fêtière en ce moment? Je suis au courant et je pense que c'est une préoccupation majeure parce que tout ce que nous voulons faire pour la jeunesse et qui se fait sans la jeunesse n'est pas quelque chose qui va, comme quelqu'un l'a dit, tu ne discutes pas de ce qui me convient à mon absence. Et pour que la jeunesse puisse participer de façon significative et de façon qualitative, il faut qu'elle soit mieux organisée. Et si elle n'est pas bien organisée, bon, c'est ce qu'on a vécu de par le passé, à travers quelques jeunes qui caporalisent donc une structure
représentative des jeunes, dont la seule ambition se résume à faire des voyages à travers le monde sans apporter quelque chose de façon significative sur les questions préoccupantes de la jeunesse. Donc nous sommes au courant de cette question. Nous avons essayé de résoudre le problème et nous sommes sur la bonne voie. Et j'ai saisi l'opportunité pour dire merci à la représentante, non, oui, à la représentante résidente du système de coordination des Nations Unies, Madame Metsi, qui a tout le temps répondu à l'appel concernant les différentes rencontres, les différentes séances de travaux qu'on a eues pour organiser la jeunesse. C'est la même chose avec l'UNFPA, que je remercie, et également les cadres du ministère de l'administration territoriale, parce que nous avons essayé de trouver des voies qui permettent de mieux organiser la jeunesse pour que quand ce jeune-là va aller dire, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, que représente le Burkina Faso, que ce soit un jeune réellement, donc qui ait été accepté par tous les jeunes burkinabés, et que cette structure également soit la plus représentative possible en prenant en compte toutes les couches sociales de la jeunesse, aussi bien les personnes vivant en situation de handicap, les secteurs informels, les secteurs formels, les élèves et étudiants, les jeunes des milieux associatifs de développement. Donc c'est sur cette base on est, et s'il plaît à Dieu, normalement dans le mois de septembre, tout rentre dans l'ordre. Alors il semblerait aussi que le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies pour les objectifs de développement durable, le Rojanou ODD, pardon, traverse une crise également. On a eu des informations selon lesquelles, suite à une AG convoquée par son secrétaire exécutif des jeunes venus de différents pays d'Afrique sont séquestrés dans un hôtel de la ville pour défaut de paiement. Est-ce que vous êtes au courant de cette mésaventure ou de cette aventure? Oui, je souris pas par gaieté de cœur, je souris parce que un peu dépassé par cette situation, c'est vrai. Hier matin, j'ai été menacé personnellement par des jeunes. Je ne sais pas si c'est des jeunes burkinabés, je me demande, mais c'était des numéros burkinabés, parce que je me dis si c'était des jeunes burkinabés, ils devraient savoir que je ne suis pas sensible à ces genres de menaces, nullement. Alors donc, effectivement, le Rosalie a eu une série d'activités, mais le Rosalie, tout comme le Conseil national de la jeunesse, traverse une crise ou des crises que je suis venu trouver et qu'on a essayé de résoudre à notre manière. Et là encore, les personnes que j'ai remerciées pour le Conseil national, pour l'organisation de la jeunesse burkinabé, je les remercie pour leur implication parce que, et à ce niveau, j'ajoute l'ambassadeur du Mali qui s'est aussi impliqué à ma sollicitation pour qu'ensemble nous essayons de trouver des solutions. Bon, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on voulait. Donc à un moment donné, pour ne pas prendre le risque d'être partisan, parce que le Rosalie est une structure africaine. Le Burkina a donné l'accord de siège, mais le président se trouve être un Malien, mais donc un Africain, un Burkinabé. Et le problème qui se pose est un problème de leadership, à mon avis, entre deux personnes. Et cette question de leadership-là est en train de transcender, à mon avis, donc, sur la structure. Donc à un moment donné, pour ne pas ajouter donc, de l'huile au feu, nous avons tout simplement renvoyé les protagonistes afin qu'ils partent s'entendre pour qu'il y ait une seule structure qui sera reconnue donc, par le gouvernement burkinabé et l'ensemble des partenaires techniques et financiers avant de procéder à la convocation du sommet. Mais bon, malheureusement, nous avons constaté que les jeunes ont voulu en même temps faire l'AG et le lendemain faire un sommet, alors qu'après l'AG, il faut quand même attendre, déposer les documents pour être reconnus, afin que nous quittions du cercle qui consiste à dire qu'il y a le Rosalie de monsieur, je ne vais pas le nommer son nom, le Burkinabé, et le Rosalie du Malien. Alors donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai été saisi par le DG de l'hôtel, non, par les jeunes qui m'ont passé le DG de l'hôtel où ils étaient, entre guillemets, semble-t-il, séquestrés. J'ai donné ce que je pensais, dit ce que je pensais, parce que pour moi, c'est un comité d'organisation qui est venu vers l'hôtel et qui a logé les gens. S'il y a problème, ça ne sert à rien de retenir les étrangers, il faut les laisser partir, se retourner vers les organisateurs. C'est à ce moment précis qu'il me faisait savoir que les organisations auraient dit que c'est le ministre
de la jeunesse qui devait payer et ça s'élevait à 40 millions. J'ai dit je n'ai pas ce montant et je n'ai jamais été au courant de cela, je n'ai jamais donné mon accord pour cela. Mais en tout état de cause, ceux qui habitent les locaux ne sont pas allés d'eux-mêmes, c'est des gens qui les ont amenés et il faut... Donc, je crois que par la suite, il y a eu une solution, mais je n'ai plus cherché à savoir parce que ce n'était pas des choses assez claires. Okay. C'était juste pour comprendre un peu cette situation que traversent deux structures importantes, en tout cas de la planète jeunesse. Et nous allons parler maintenant de la Journée internationale de la jeunesse 2018 célébrée au Burkina. Juste savoir dans quel dynamisme cela se passe cette année. Je vais peut-être m'adresser au secrétaire général pour avoir une idée de comment est-ce que ça se célèbre cette année. Cette année, nous avons voulu célébrer cette journée pas dans un aspect festif, mais plutôt dans un aspect de réflexion sur ce qui est. Voilà, pardon, allez-y. Okay. Donc, cette année, nous avons opté donc de célébrer la Journée internationale de la jeunesse, surtout dans la réflexion et non ils ont dans éteint les caméras par exprès ou quoi? Et les clés. De marquer une halte, de faire le point de ce qui a été fait en faveur de la jeunesse, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et ce qu'il faut surtout corriger pour véritablement faire des jeunes le levier de développement économique et social de notre pays. D'où le thème de cette jeunesse qui met l'accent sur l'autonomisation des jeunes. Tout à fait, tout à fait. Et nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec ce qui nous amène ici, c'est-à-dire faire le point des actions phares du département en charge de la jeunesse en faveur donc, de la jeunesse pour la période 2017-2018. Pour camper le décor, on va peut-être rappeler un peu la place accordée à la jeunesse dans le programme présidentiel en matière d'offres d'emploi et de formation et qu'est-ce qui est prévu pour atteindre ces objectifs, Monsieur le ministre? Oui, pour atteindre ces objectifs, nous travaillons sur 3 leviers essentiels. Le levier d'abord de travailler à faire en sorte que la jeunesse soit mieux organisée, de faire en sorte que la jeunesse ait une formation qui s'adapte aux besoins de notre pays et également de faire en sorte que la seule porte d'entrée dans le monde de l'emploi ne soit pas le fonctionnariat, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes puissent avoir des compétences qui leur permettent de s'installer soit à leur propre compte, soit être intéressés par des entreprises privées qui existent afin d'absorber donc la main-d'œuvre burkinabé. C'est pour cela qu'en matière de promotion de la jeunesse, pour donner quelques chiffres, nous avons ce qu'on appelle la promotion des initiatives entrepreneuriales des jeunes. À ce niveau-là, au cours de l'année 2017-2018, nous avons pu former 2300 jeunes au métier et ces jeunes par la suite ont été accompagnés avec des kits pour qu'ils puissent s'installer pour qu'ils s'insérer. Et dans la même fourchette, nous avons initié des activités de sensibilisation parce que, comme j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui viennent me voir, sans trop réfléchir, un jeune burkinabé, même moi, donc peut-être avant de voir certaines réalités, s'il vient te voir et tu lui dis, écoute, je te recrute dans la fonction publique, sans connaître même le salaire, il va dire, ok, en revanche, je peux également voir quelqu'un qui va te prendre dans un projet et que le projet, par exemple, te paie 1 million pendant, mais le projet a une durée de vie de 5 ans. Il va dire qu'il va être fonctionnaire. Parce que voilà, le système dans lequel... Et après, voilà, la sécurité. Mais en réalité, quand il va calculer ce qu'il va gagner comme salaire durant toute sa carrière de fonctionnaire, ça n'égale pas ce que l'autre gagnerait en 2-3 ans. Donc c'est une question de mentalité et il faut travailler à rompre, à changer cette mentalité-là. Pas pour dire que le fonctionnaire n'est pas bon, il le faut, parce que même le privé, on le voit un peu avec la grève du secteur public, et même le privé est bloqué. Donc il faut des gens dans le secteur public, mais il faut plus de gens qui s'orientent vers le privé, c'est là-bas que les emplois peuvent être créés. Et également, nous avons en matière de jeunesse la promotion du dialogue et de la participation des jeunes donc aux prises de décision. La Journée internationale de la jeunesse rentre dans ce cadre. En 2017, nous l'avons fait sous le thème la contribution de la jeunesse à la paix. Et il y a eu
des animations, des formations, afin que les jeunes puissent être outillés sur comment est-ce qu'ils peuvent effectivement apporter leur contribution pour la paix au niveau de Burkina Faso. Cette année encore, nous célébrons donc la journée internationale de la jeunesse sous l'angle de l'autonomisation de la jeunesse et capturer le dividende démographique. Et également, nous avons pu, dans le cadre du budget de l'État, transférer un certain montant, un demi-milliard, exactement 520 millions, qui servent donc à construire les centres d'écoute et de dialogue pour jeunes et à les animer. Parce que nous sommes conscients qu'un jeune qui n'a pas un endroit sain où aller, ben, on sait où il va partir. Donc il faut pouvoir essayer de créer des environnements assez favorables. Toujours en matière de jeunesse, nous avons ce qu'on appelle l'éducation permanente. Le DG Pilga que vous avez présenté, le directeur général de la jeunesse et de l'éducation permanente. Mais très souvent, le volet éducation permanente du ministère de la jeunesse n'est pas très vu. Parce que, bon, au regard des difficultés souvent financières qu'on a et puis des choix, ce volet n'est pas promis, si bien qu'il y a un pan d'une demande, d'un besoin au sein de la jeunesse qui n'est pas couverte. Donc en matière d'éducation permanente de la jeunesse, nous pouvons voir l'opération que nous appelons l'opération permis de conduire, qui a deux objectifs. Faire l'insertion, mais au-delà de l'insertion, améliorer le civisme routier. Parce que celui qui s'inscrit au permis, quand même, doit passer d'abord le code avant d'aller à la conduite. Donc le versant code-là permet donc de réduire l'incivisme routier, même si ce n'est pas le premier objectif. Si nous étions dans un pays nanti, j'aurais aimé que tous les Burkinabés, il y a des écoles même qui sont au niveau du Burkina Faso, qui ne sont pas des écoles burkinabères, où les enfants commencent déjà à apprendre le code de la route avec leur vélo au niveau de l'école. Donc tout ça, c'est une question de moyens, de programmation, ainsi de suite. Il y a également les états généraux de la jeunesse qu'on a organisés avec succès. En passant, je remercie la télévision pour leur accompagnement lors de la tenue de ces instances, où nous avons connu une participation d'environ 1000 jeunes. Et il y avait beaucoup de thématiques qui ont été abordées. Donc c'est une occasion d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école. C'est ça l'éducation permanente, l'éducation extrascolaire. Et c'était également une occasion. Et nous avons eu une centaine de jeunes leaders d'associations auxquelles également on a formé en matière d'animation, donc de la vie sociale et éducative, socio-éducative. Et nous avons le Jeunesse en Mouvement, qui est un programme composé d'émissions radiophoniques, télévisuelles. L'émission télévisuelle est un peu retardée parce que nous avons un autre programme dont on parlera en perspective probablement, qui s'appelle Youth Connect Burkina, qui absorbe cette part télévisuelle de l'émission. C'est pour cela que vous ne nous avez pas encore vu dans votre salle. Ça, c'est pour parler de l'entité jeunesse, mais il y a la formation professionnelle au niveau duquel le chef de l'État a pris des engagements assez forts pour faire en sorte que nous inversons la tendance, qui est qu'actuellement, on a beaucoup plus de gens qui sortent avec des diplômes un peu généraux pour aller vers des diplômes professionnels. Et pour cela, il faut des infrastructures, nous y sommes, mais il faut également créer l'environnement juridique, également le partenariat, encore une fois de plus, avec le secteur privé, parce que nous avons pu signer ce qu'on appelle la charte publique-privée en matière de formation professionnelle, ce qui permet de réglementer pas mal de choses et également ouvrir des perspectives de stage, parce que la formation professionnelle suppose qu'on ait un endroit où on veut aller et les structures de l'État, lui tout seul, ne permet pas de faire ça. Ok, merci Monsieur le ministre de nous avoir fait voir clairement ce qui a été fait cette année, enfin, durant cette période-là pour les jeunes, pour la formation professionnelle, pour l'emploi. Pour revenir un peu plus en détail sur ce que le ministre a dit, on va peut-être aborder la question de l'entrepreneuriat qui tarde à venir. C'est une question, c'est un vœu en tout cas que beaucoup de jeunes s'investissent dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui bloque en réalité? Et pourquoi on n'y arrive pas? Est-ce parce qu'on donne beaucoup d'argent, trop vite de l'argent à des jeunes qui ont des projets mais qui n'ont pas la formation adéquate? Est-ce cela qui fait qu'on les voit qui reviennent 2 ans ou 3 ans plus tard sans rien parce qu'ils n'ont pas pu entreprendre? Est-ce qu'il ne faut pas inverser la tendance? Je pose la question. Je pose la question à vous, aux responsables de la formation professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu ça? Il faut ouvrir le micro. Okay. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la copie de cette culture de l'entrepreneuriat? Oui, ce que vous dites est
juste parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'option, c'est de faire en sorte que le jeune chercheur d'emploi soit une solution pour lui-même et pour les autres. C'est pour ça que nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Mais le constat est qu'effectivement, pour être entrepreneur, il y a une certaine culture aussi qu'il faut avoir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire en sorte même qu'il y ait un changement de mentalité. Monsieur le ministre le disait tout à l'heure, la plupart des jeunes, en tout cas, pensent que c'est au niveau de la fonction publique qu'ils peuvent effectivement donc tirer leur épingle du jeu, de sorte à ce que la culture entrepreneuriale n'est pas très développée. Donc, lorsque ce dernier-là, à défaut d'aller à la fonction publique, bénéficie d'un financement pour créer son entreprise, il le fait par défaut, entre guillemets. Dépit, oui. Voilà, et en cela, ça fait que, bon, il ne s'adonne pas tellement à l'entreprise qui a été créée, et c'est pour cela qu'il fait que souvent, en quelque temps, l'entreprise disparaît. Et nous avons dit qu'il faut faire en sorte d'abord de sensibiliser les jeunes sur la culture entrepreneuriale, d'aller avec ceux, effectivement, qui prennent l'option d'y aller. Si vous voyez les bénéficiaires des Facibus qui sont là, eux, ce n'est pas qu'on est allé leur dire, comme vous n'avez pas de l'emploi, il faut créer des entreprises. C'est une option qu'ils ont eu à faire. Donc nous, c'est pour d'abord accompagner ceux qui prennent cette option, mais aussi faire en sorte que ceux-là même qui se débrouillent de par eux-mêmes pour investir, pour entreprendre, que nous puissions donc les accompagner puisqu'ils puissent se consolider. Donc c'est un peu cela. Et cela se traduit dans quoi? À travers la formation, Il y a la formation. Si vous prenez par exemple cette année, les jeunes entrepreneurs, que ce soit dans l'économie informelle ou formelle, ont bénéficié d'une formation en éducation financière. C'est-à-dire comment effectivement gérer financièrement son entreprise pour ne pas tomber en faillite. Donc c'est des actions de formation, mais c'est aussi des actions donc de financement pour la consolidation des activités engagées. Parce que là, on parle d'une grande masse de la jeunesse burkinabé qui n'a pas accès à cette formation, à cette culture entrepreneuriale. Et ça, ce sont des actions, mais vraiment destinées à une portion assez minime. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'étende réellement à la jeunesse burkinabé dans son entièreté, pour l'amener réellement à créer des emplois, pas par dépit, mais par vraiment envie, quoi, et par ambition. Okay. Oui. De vous arracher la parole. Je pense que le secrétaire général l'a résumé, hein, et je dis souvent cela quand je rencontre des jeunes, peut-être la façon de dire peut-être un peu abrupte, mais ne deviens pas entrepreneur qui veut. Ça c'est, voilà, c'est pas parce que voilà, je vais être entrepreneur ou je vais être entrepreneur en attendant d'avoir un concours à la fonction publique. Non, l'entrepreneur ne raisonne pas comme ça. Et il ne faut pas également qu'on se fasse de l'air que tout le monde peut être entrepreneur. Ce n'est pas possible. Voilà. Je pense qu'il y a une infime partie. Quand nous formons par exemple 1500 jeunes, il y en a qui vont prendre que des notions. Mais dans les 1500 jeunes, c'est pas que, faut pas qu'on rêve, on ne s'entend pas. C'est que les 1500 qui sont formés là, tous soient des entrepreneurs. Ça n'existe nulle part comme ça. Et pour vous convaincre, il faut regarder même à côté de nous. Quand on cite un Kanazoué, voilà, il y a une réalité, ce n'est pas des formations. Même quand on prend des gens comme les NASA et autres, ce n'est pas des gens... Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit. Effectivement, il y a actuellement des méthodes qui permettent de conditionner des gens. Et à chaque fois, je dis ça à mes techniciens, et c'est pour cela d'ailleurs que cette année, on a changé la formation en entrepreneuriat en essayant d'aller sur le terrain pour chercher des gens qui sont dans le secteur informel, des gens qui, chaque jour, quand vous êtes dans votre véhicule en passant, vous voyez des gens qui portent un plateau ou je ne sais quoi qui fait tout le tour de la ville. Et c'est pour lui. Ça veut dire que cette personne-là a une volonté ferme de réussir. Et si on le pousse et on l'encadre, il va y aller. Parce qu'il n'a pas une autre perspective et peut-être qu'il n'en cherche pas d'autres. Il veut réussir dans ce qu'il est en train de faire. C'est pour ce qui nous a ramené à dire, au lieu de continuer là à former des gens, à donner de l'argent, 1 an, 2 ans, on n'en trouve plus rien, il faut aller chercher ces quelques gens-là pour que ces gens réussissent et deviennent des créateurs d'emplois. Logiquement, si nous étions dans des conditions qui étaient réunies,
Mais il y a quand même un processus de sélection. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'être dans ces conditions? Non, les conditions réunies, quand je dis les conditions réunies, c'est les conditions en termes même de ceux qui doivent encadrer les jeunes. Ça, il ne faut pas se leurrer. Les encadreurs ne sont pas suffisamment en nombre. Nous travaillons, nous avons un programme, en tout cas pour pouvoir avancer. Mais même ceux qui existent également ont besoin d'un certain nombre de formations pour pouvoir être plus aptes. Monsieur le ministre, je ne vous coupe pas, mais il y a des structures comme les incubateurs qui sont là. Oui. Et, on a entendu parler de certains incubateurs qui sont quand même assez bien organisés et qui peuvent peut-être accompagner, je ne sais pas si vous collaborez avec ces structures-là. Si, tout à fait. Et comment ça se passe réellement? Tout à fait. Non, on collabore avec les incubateurs. Et les incubateurs, nous en avons même un dans un de nos centres là. Comme je l'ai dit également, il y a des petits soucis des petits réglages qu'on doit régler pour pouvoir avancer. Nous collaborons. Et parmi ces gens, il y a pas le terme incubateur, mais en réalité, c'est des start-up. Ils donneront un peu leur idée. Et les start-up, vous savez bien que c'est quand même une forme d'incubation qui permet donc de pouvoir avancer. Nous collaborons. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans une dynamique. Mais pour l'instant, cette dynamique ne permet pas d'absorber, comme vous posez comme question, les millions de jeunes qui sortent avec un bac D ou un bac C ou une maîtrise en sciences éco ou une maîtrise en licence et qui, quand ils viennent pour se demander des fonds pour un projet, croient que c'est le volume financier qu'on injecte, c'est ça qui conditionne la réussite. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour répondre, pour dire que... En même temps, dans le programme présidentiel, c'est 650 000 emplois tous azimuts qui est prévu pour la fin du quinquennat. Oui, et nous ne sommes pas en deçà. Et je vous dis que nous avons fait une enquête qui n'est pas exhaustive, parce que nous avions recensé un certain nombre d'entreprises pour essayer de regarder en 2016 combien de nouveaux emplois décents ont été créés et en 2017 combien de nouveaux emplois décents. L'emploi décent, c'est un emploi qui permet à la personne de vivre, d'avoir un salaire, d'être déclaré à la sécurité sociale, de pouvoir avoir une assurance maladie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il nous est revenu, je crois que nous étions à 46% des entreprises qui devaient nous donner les informations, c'est seulement 46% qui ont répondu. Et avec ces 46% qui ont répondu, nous étions déjà à plus de 46 000 emplois décents créés. Donc ça veut dire que si on avait les 50 autres, nous serons plus de 50 000. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc nous sommes en train d'affiner l'enquête pour faire en sorte. Parce que je crois que les 2 premières années, il y a aussi... nous sommes toujours avec un monde où l'entrepreneur, où certains entrepreneurs croient toujours que ces enquêtes, c'est une façon de les amener derrière le fisc, ainsi de suite. Donc, ils hésitent à collaborer, mais je pense que nous allons améliorer la communication pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas jusque-là emboîté le pas puissent emboîter, parce que nous allons induire une variable qu'on va appeler les entreprises citoyennes, qui vont être valorisées, ceux qui vont accepter, donner les informations, pour qu'on puisse avancer, doivent en contrepartie aussi être reconnus d'une façon ou d'une autre pour encourager. De toute façon, voilà. Le potentiel est là au Burkina Faso. Quand je prends simplement le secteur de l'agriculture, ces jeunes start-up, Monsieur Douamba, peux-tu nous présenter ton projet? C'est un projet qui est simplement destiné à cette, à cette zone rurale-là. Ok, je vous remercie pour la parole. Il faut allumer le micro. Et que je vous remercie pour la parole. Il faut dire que je suis le promoteur de la start-up AgriPyramide. AgriPyramide, c'est une start-up qui a mis au point une innovation dans le domaine agro-silvopastoral. Et cette innovation permet de combiner à la fois culture maraîchère et l'élevage de la volaille de façon générale et à la pisciculture. Et actuellement, nous sommes en train de carrément mettre une unité semi-industrielle de production et de telle sorte pour pouvoir équiper au moins le territoire national et de notre nouvelle innovation. Et à côté, c'est Claudia Nanema qui a un projet dans le domaine de l'agriculture toujours. Oui, il faut dire que nous travaillons uniquement qu'avec les feuilles du moringa, c'est-à-dire que nous transformons ces feuilles en thé granulé. Et je ne suis pas seule dans ce projet, j'ai un copromoteur. Voilà. Et enfin, M. Salga, lui, son
son délice, si je peux le dire, c'est grenier frais. Oui, Climax. merci beaucoup. Donc, je suis Salga Silver, promoteur de la start-up Climax. Je m'attaque à un problème particulier du Burkina et de beaucoup de pays de la sous-région qui est la conservation. Dans le domaine agro-silvopastoral, on en produit assez, bon, même si ça n'arrive pas à couvrir, mais 30 à 70% des récoltes et de la production pourrit parce qu'on n'a pas un système de conservation adapté et on n'a pas aussi une électricité assez fournie pour pouvoir équiper, en tout cas pour des équipements en conservation. C'est pourquoi j'ai mis en place la chambre froide solaire multifonction avec pour objectif que le Burkina puisse avoir une chambre froide au moins dans chaque marché, dans chaque site maraîcher et dans chaque zone laitière, dans chaque zone de production. Donc, que j'ai nommé projet Grenier Frais, qui, à la limite, pourrait donner 30 000 emplois si on l'appliquait. Voilà, donc ce sont là des projets, c'est un échantillon en tout cas de projets vraiment destinés au monde agricole. Comme on l'a dit, généralement, il y a toujours des jeunes qui pensent que c'est quand on n'a pas réussi qu'on s'adonne à l'agriculture. Monsieur quoi? Ton promoteur, c'est monsieur Colombo. Voilà, comme je l'ai dit, c'est voilà. Tout à fait. Effectivement, en tant que jeune, et nous faisons partie de la toute première promotion de l'État burkinabé et ont obtenu un baccalauréat option agro-silvopastoral. Il faut dire que j'ai des camarades aussi qui ont reçu cette même formation et d'autres ont continué les études universitaires et puis à ma triste vraiment nouvelle, je me suis rendu compte que mes camarades se sont retrouvés dans la fonction publique alors qu'ils ont un diplôme qui les amène... C'est très triste là pour vous. Tout à fait. Tout à fait, parce que je me disais qu'avec cette formation de base là, ils sont habilités à aller sur le terrain. Et en essayant de créer quand même une entreprise, ils seront pourvoyeurs d'emploi pour certains jeunes aussi qui sont à la quête de l'emploi. Et aussi, le domaine agro-silvopastoral est banalisé par la jeunesse burkinabé. Tout à fait. Et quand on remarque au niveau des universités, les gens optent plus pour l'économie, droit et autres. Alors que la filière agro-silvopastoral est délaissée. Et quand on demande par exemple un technicien en agro-silvopastoral, il y a à peine 5 postulants. Et quand on va de l'autre côté, on se retrouve avec des milliers pour deux emplois. Donc ce qui fait vraiment que nous pouvons dire que le domaine agro-silvopastoral est délaissé par la jeunesse burkinabé. Et moi je voudrais lancer un appel à cette jeunesse-là de ne pas laisser tomber ce domaine parce que c'est un domaine qui est pourvoyeur d'emploi et on peut vivre décemment de son métier. D'autant plus que c'est vraiment un secteur qui est prioritaire, en tout cas dans le programme, si on a bien compris, de maintenir les jeunes dans les zones rurales et de créer vraiment des emplois durables là-bas, je ne sais pas s'il y a des techniciens qui veulent peut-être parler. Oui. Non, non, en fait, c'est par rapport aux offres d'emploi dans le milieu agricole, dans le domaine agro-silvopastoral. Est-ce qu'il y a des efforts? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être faites pour les jeunes? Ok, merci. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont faites et il y a des choses qui devraient encore être faites pour les jeunes parce que notre conviction est que le secteur agro-silvopastoral est un secteur à fort potentiel d'emploi et c'est le secteur porteur même de la croissance économique de notre pays. Et pour cela, Monsieur le ministre a été très clair par rapport aux actions à ce niveau. Il s'agit de faire en sorte qu'actuellement, nous puissions organiser les jeunes en coopérative, en groupement de production ou de transformation donc, au niveau donc, du secteur agro-silvopastoral. Donc si vous remarquez, dans notre département, nous sortons au fur et à mesure du financement des projets individuels dans tout domaine d'activité pour nous orienter vers les projets de groupement ou coopératives de jeunes dans le domaine agro-silvopastoral pour qu'ils puissent effectivement implanter des unités économiques, d'autres dans la production, d'autres dans la transformation et nous financerons d'autres pour la commercialisation. Donc une chaîne de valeur allant de la production à la commercialisation et dans ce secteur-là. D'accord. Nous avons un premier téléspectateur, si j'ai bien compris, Monsieur Nombré qui appelle de Ouarghaï. On va peut-être lui demander de poser sa question. Allô? Oui? Il dit c'est M. Yamré Bourema à Ouarghaï. Monsieur Bourema. Yamré. Yambré, nous vous écoutons. Voilà, ma question s'adresse à M. le ministre.
Il y a un peu longtemps qu'il est venu voir le centre de formation professionnelle de Ouarglaï, qui était équipé et que les machines étaient gâtées. Il a donné l'ordre vraiment de reprendre ça. Maintenant, je voulais poser la question de savoir quand est-ce maintenant le centre sera fonctionnel. Ma deuxième question, la maison de jeunes de Ouarglaï, entre-temps, voulait être utilisée par Calypso, mais vraiment, il a lutté pour que Calypso ne soit pas dans l'enceinte de maison de jeunes. Je ne sais pas, il disait qu'il voulait équiper cette maison de jeunes. Je ne sais pas quand est-ce maintenant il va venir équiper la maison de jeunes de Ouarglaï. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez entendu la question. J'ai bien entendu la question. Merci bien, monsieur. Permettez-moi de vous appeler Bourema parce que je n'ai pas retenu le nom de famille. Alors, je pense que vous avez parfaitement raison. Le centre de Ouarglaï va ouvrir très bientôt parce qu'il y avait deux problèmes majeurs. Le centre a été construit, mais il n'y avait pas d'électricité ni d'eau. À l'heure où je vous parle, le branchement de l'eau a été fait et je voudrais en passant remercier les DG de l'ONEA que j'ai personnellement même demandé de passer à mon bureau dès que je suis rentré de Ouarglaï et qui avait exprimé un certain nombre de difficultés et malgré ces difficultés a pu faire le branchement de l'eau. L'électricité également, le contrat, puisqu'il y a la société, la coopérative d'électricité de Ouarglaï qui est chargée de mettre d'électrifier le centre. À ce niveau, le contrat a été approuvé à notre niveau et approuvé de leur côté et bientôt donc l'électricité sera mise et le centre donc a été transféré à l'ANPE. J'ai moi-même signé donc l'autorisation de transfert et incessamment les activités vont commencer au niveau du centre. L'inventaire du matériel a été fait et nous avons le matériel nécessaire pour que le centre soit fonctionnel. Donc ne vous en faites pas, c'est une préoccupation majeure et à l'heure où je vous parle, donc voici l'état de la situation. Pour ce qui concerne la maison de jeunes, je voudrais, là encore, c'est lors de mon séjour au niveau du centre S et à Ouarglaï particulièrement, que nous avons pu discuter. Et en passant, je voudrais dire merci. Je ne me rappelle pas exactement du nom de l'intéressé, puisque ce centre était un centre de jeunes construit par un partenaire de la ville de Ouarglaï. Mais après, le centre a été transformé en un maquis, où il y avait des activités donc, de maquis. Et quand j'ai été saisi, bien entendu, lors de mon passage là-bas, séance tenante, j'ai pu discuter avec les intéressés. On s'est même trimballé à Coupéla, c'est ça? Donc je les ai invités jusqu'à Coupéla et avec le haut-commissaire, on s'est assis pour d'abord obtenir le principe qu'il accepte de rétrocéder le centre et que nous, de notre côté, en fonction de nos possibilités budgétaires, nous allons essayer de budgétiser pour pouvoir équiper le centre. Parce que comme je l'ai dit, si les jeunes n'ont pas un endroit où ils peuvent, s'ils n'ont pas une maison où ils peuvent aller, donc se récréer, échanger des idées dans un environnement sain, ça ne peut pas marcher. Donc à ce niveau également, ce n'est pas un abandon, loin s'en faut. Donc c'est le processus qui est en cours et très rapidement, nous allons nous exécuter. D'accord. Nous allons poursuivre sur le plateau et juste parlant de la question de la formation professionnelle, nous avons le centre de référence de Zignaré. Il était question d'un deuxième centre de référence à Bobo, je pense, et on se demande où on en est exactement avec ces structures-là. Oui, je ne sais pas qui va répondre, monsieur le ministre. Ou... Je pense que c'est très simple. Oui. Le centre de référence de Zignaré, qui initialement devrait être un centre d'ingénierie, donc il devait servir à former les formateurs, se retrouve être un centre à peu près au même niveau que les centres de formation au niveau provincial qui font des CQP, des BQP et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, nous sommes en train de réfléchir pour faire en sorte que le centre qui est quand même, qui a un plateau technique plus adapté à l'ingénierie, puisse retrouver donc son cadre d'ingénierie. Au niveau de Bobo, c'est le centre, le CFPI, voilà, le centre
de formation professionnelle industrielle de Bobo, qui avait un certain nombre de difficultés. Et ces difficultés ont été levées. Et le centre a accueilli cette année même ses premiers jeunes, je crois. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Sinon, jusque-là, c'était de la formation continue que le centre faisait. C'est-à-dire que les unités industrielles qui sont à Bobo donc, envoyaient donc, leur personnel pour qu'on les forme. Mais à partir de cette année, le centre a pu accueillir des jeunes à ce niveau-là. On pose la question parce que on sait que les structures, les industries, les entreprises ont besoin d'ouvriers qualifiés. Tout à fait. Et on a comme l'impression que les jeunes Burkinabés ne vont pas vers les formations professionnalisantes, avec des prétextes qu'il n'y a pas suffisamment de structures, d'où cette question. Non, je pense que c'est une question plus complexe que ça. Et c'est de notre rôle de rendre la question moins complexe. C'est une question plus complexe que cela. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a considéré que ceux qui partent faire la formation professionnelle, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Bon, nous ne sommes pas très âgés, mais quand on gagnait le bac, notre temps même déjà, quand tu étais très âgé, on te dit tu vas aller faire la formation professionnelle. Mais ça avait une logique, parce que ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que le gars n'est pas intelligent. Mais pendant longtemps, on est resté dans ce paradigme-là qu'il faut changer impérativement. Pendant longtemps également, on a vécu des situations où, excusez-moi le terme, le tailleur était l'homme, le cocu du coin, qui avait le pantalon qui était troué, ainsi de suite. Le mécanicien, c'était l'homme sale, ainsi de suite. Et tout ça a changé. Aujourd'hui, il y a des tailleurs de grand renommée qui embauchent même des gens qui ont des doctorats, qui ont des licences, et c'est cela qu'il faut promouvoir. Et c'est pour cela que je parlais de l'émission modèle qu'on a suspendue. L'émission modèle, c'est amener un tailleur qui va vous dire que lui, il ne veut pas aller dans la fonction publique. Au contraire, il embauche des gens qui ont les mêmes diplômes que les gens de la fonction publique, il les paye mieux. Pour que, dans la mentalité des gens, qu'on change pour comprendre qu'en fait, la formation professionnelle, le boulanger ou le pâtissier, ou le mécanicien. Je reçois des mécaniciens qui me disent, voici ce que je gagne, ainsi de suite, je ne veux pas. Qu'on a déjà licencié et on veut les amener sur le plateau. Moi, je parle, c'est théorique. Bien Mais sûr. quand ils arrivent sur le plateau, ils disent, voici ce que j'ai fait, voici. Ça Monsieur le ministre, on a un téléspectateur. On va le prendre et puis on va poursuivre. Monsieur Moumouni Kambou qui nous appelle de Banfora. Monsieur Kambou. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Moi, j'avais quelques questions à l'endroit de monsieur le ministre. Oui. J'avais quelques questions à l'endroit de monsieur le ministre. Oui, nous vous écoutons. Monsieur le ministre, dans son exposé, a dit que les grandes structures au Burkina Faso, telles que le JANU et puis le Conseil national de la jeunesse, travaillent sur un véritable problème, une souffrance. Et nous avons suivi de près aussi comment M. le ministre a géré la question de Rojami et a géré la question du Conseil national de la jeunesse. N'est-ce pas une question de compétence à ce niveau? Parce que depuis leur présence au ministère de la jeunesse, ces structures-là, ces grandes structures de jeunesse qui regroupaient et qui animaient les jeunes, la souffrent aujourd'hui. La deuxième question est que nous sentons que depuis la présence de M. le ministre au ministère de la jeunesse, il y a un véritable problème d'animation au sein de la jeunesse et un problème de dialogue surtout avec leur ministère de tutelle. Qu'est-ce que peut expliquer cela? Et nous avons remarqué que les questions, le bilan au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu de bilan comme ça en matière de jeunesse. Qu'est-ce que peut expliquer cela aussi? D'accord. Merci. Merci, M. Kambou. Merci, M. Kambou. Je pense que, d'abord, je salue le courage d'intervenir dans l'émission pour soulever des questions que je pense être des questions préoccupantes. Je voudrais, dans un premier temps, rectifier certaines imprécisions dans votre propos. La première imprécision, c'est que le CNJ, le Conseil national de la jeunesse, et le Rosalny étaient en souffrance bien avant que moi je n'arrive au niveau du ministère. Et quand je suis arrivé au niveau du ministère, parce que conscient que
la jeunesse, le rêve que moi j'ai pour la jeunesse, on ne peut pas atteindre ce rêve-là avec une jeunesse mal organisée, une jeunesse caporalisée surtout par des gens qui ne sont même plus jeunes. Je me suis attaqué à cette question 2 semaines après ma prise de fonction et j'ai convoqué une réunion. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais pour que vous en parlez, et comme c'est la jeunesse qui nous suit, je voulais quand même leur donner les informations, vous m'excuserez, parce que c'est très important. Alors, 2 semaines après ma nomination, j'ai fait une réunion avec mes techniciens et tous ont relevé la nécessité de renouveler les structures du Conseil national de la jeunesse. Bon, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui empêche cela? Ils m'ont dit, il faut 200 millions. J'ai dit, mais quelle est la nature de cette structure? On me dit, c'est une association. Et ils sont là, je leur ai dit, mais pourquoi l'État burkinabé va mettre 200 millions pour organiser, pour faire des élections pour une association? J'ai dit, ça me paraît quand même quelque chose de déplacé. Il faut qu'on voit les choses autrement. Alors donc, il y avait bien entendu des gens, même parmi mes techniciens, qui n'étaient pas forcément d'accord avec la proposition que je vais faire par la suite. Parce que, comme c'est une association, il ne faut pas venir s'y mixer. Donc, il faut travailler avec l'association pour que nous puissions évoluer de façon voilà, acceptable. Alors que ceux qui dirigeaient l'association devaient, depuis longtemps, ne plus diriger l'association parce que les instances devaient être renouvelées depuis un certain temps. Il y a une partie de la jeunesse qui n'en avait plus confiance. Malgré tout ça, j'ai dit non, il faut les ramener à la table pour qu'on les accompagne. Effectivement, ils sont venus à la table et j'avais donné des orientations. Première orientation, il faut qu'il y ait un code électoral, c'est ça? Un code électoral, comme ça se fait dans un pays normal, comme le nôtre, qui définissent comment est-ce que les élections vont se faire à tous les échelons. Et deuxièmement, je ne veux pas des bureaucrates qui sont à Ouagadougou, qui passent le temps à voyager de ville en ville, de conférence en conférence, de séminaire en séminaire, et qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la jeunesse burkinabé. Donc, il fallait faire l'organisation de la jeunesse jusqu'au niveau de la commune, et non pas au niveau national et régional, et d'ailleurs le régional qui, depuis un certain temps, qui avait des insuffisances. Voici l'orientation que j'ai donnée. Et j'ai dit, c'est une association dont est membre des associations. Il faut appliquer une cotisation, et chaque association qui veut prétendre à un poste doit cotiser pour pouvoir financer les élections. Et la cotisation, c'était pas quelle? C'est pas la mer à boire, hein. Je crois que c'était autour de 20 000. Voilà, 20 000 en allant. Et j'ai dit, s'il y a une association qui se respecte et qui est conscient qu'il doit contribuer au fonctionnement du Conseil national de la jeunesse, 20 000 francs, ce n'est pas la mer à boire. Voici à peu près ce que j'avais donné comme orientation. Le code a été fait, les gens ont suivi. Ça a été validé au niveau régional et après au niveau national à Kaya. On a commencé le processus de mise en œuvre. Car à un certain moment donné, les règles qui étaient établies ont commencé à être violées. Des dossiers qui devaient être reçus à des endroits précis sont reçus ailleurs. On a commencé à avoir des plaintes, des lettres, certains anonymes, d'autres non anonymes, pour nous dire voici, voici, voici. Nous avons mené nos enquêtes, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce qui se faisait là, c'est la même mafia qui s'organisait. On dit on ne peut pas être complaisant, on ne peut pas aller parce que ça va donner le même résultat. C'est à ce niveau précis-là que nous avons dit non, stop, faisons autre chose. Et quand on a dit stop, faisons autre chose, malgré que ces gens ont fait tout ce processus-là, un jour, je m'assois dans mon bureau, j'attends, je vois une lettre qui m'est adressée, me demandant qu'ils veulent des techniciens pour les assister pour la mise en place du bureau du Conseil national de la jeunesse. Mes techniciens, moi, j'ai dit non, on n'a pas à considérer ça parce que ça n'a pas de sens. Les processus, on les a informés que c'est arrêté pour que nous puissions mieux nous organiser. Et un jour, effectivement, on me dit qu'au stade municipal, ou bien c'est au stade de 4 août, au stade municipal, des jeunes s'y sont retrouvés pour mettre en place le Conseil national de la jeunesse, en bafouant même le code qu'eux-mêmes ils ont adopté. Parce que le code prévoyait que l'élection se fasse de bas en haut. Parce que pour que quelqu'un ne vienne pas usurper, qui n'a rien à rendre, aucun compte à rendre à la jeunesse, mais il faut qu'il parte de quelque part. Donc c'est pour cela qu'on voulait que si tu es représentatif, si tu représentes les intérêts de la jeunesse, mais ça doit commencer d'abord dans ta commune, où on connaît
que toi, effectivement, si tu montes, tu vas aller défendre nos intérêts. Donc, eux-mêmes qui ont adopté ce code-là et qui ont pris le soin d'avancer, ont mis ce code entre parenthèses, ils sont retrouvés, se partager des postes, parmi lesquels il y a même des gens qui ne sont pas des jeunes. Là, le critère là, dont je vous parle là, qui est un critère pour lequel on... Alors donc, je ne voudrais pas venir dans les polémiques. Mais après, je me suis dit, les gens sont libres. On peut rentrer même dans sa chambre, créer son association. Mais on est libre aussi en tant que gouvernement de reconnaître l'association qui est crédible et qui peut représenter la jeunesse burkinabé. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Et M. Bourema, non, c'est pas Bourema, M. Kambou, soyez préparés. Le Conseil national, pas le Conseil, en tout cas une structure qui va représenter la jeunesse burkinabé, s'il plaît à dire, Inch'Allah, verra le jour. En tout cas, le processus commencera avec tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, que je remercie au passage, pour que nous puissions mettre une structure crédible qui va représenter toute la jeunesse. Préparez-vous à prendre part aux différentes compétitions. Ça ne sera aucunement imposé. C'est quelque chose qui va se faire de façon démocratique, mais de la base au sommet et en prenant en compte toutes les couches sociales de notre pays. Pour ce qui concerne le Rosalie, c'est la même histoire. Le Rosalie, je suis arrivé à trouver que c'est bloqué. Ils sont venus de bonne foi, parce que j'ai compris que c'était un problème entre un Burkinabé et un Malien. Il dit, bon, il faut être prudent. Parce que c'est une structure africaine. Si je n'avais pas été Burkinabé, j'avais une opinion. J'ai mon opinion là-dessus. Je refuse de l'avancer pour ne pas aggraver la situation. Alors, pour rassurer tout le monde, comme il s'agit, le président est un Malien, j'ai demandé à l'ambassadeur du Mali de venir prendre part à la rencontre. J'ai invité la représentante résidente de l'UNFPA qui s'occupe des questions de jeunesse, la coordination du système des Nations Unies, le MATD, puisque c'est une association. Quand les associations sont en bagarre, c'est le MATD qui... Le ministère de la Jeunesse n'est pas là pour mettre des associations. Les associations sont mises en place, reconnues par le MATD. Ils viennent maintenant faire un partenariat avec moi, avec mon département, parce qu'ils sont des jeunes. Donc j'ai mis tous ces gens-là sous la table. On a discuté du premier. On a donné des orientations. Les deux étaient d'accord. Ils devaient aller mettre ces orientations en place. Ils sont allés faire le contraire parce qu'ils ne sont même pas parlé. Après, on s'est retrouvés. Ces gens-là, tous ces gens-là, coordinateurs du système des Nations Unies, l'ambassadeur du Mali et autres, ont encore accepté. On s'est retrouvés. On a constaté que c'est des gens qui ne veulent pas avancer. Et comme je l'ai dit, j'ai même fait quelque chose, je ne vais pas le dire ici. On a amené ce dossier en Conseil des ministres. Et le dossier a été adopté en Conseil des ministres, en communication orale. Parce que nous avions des informations qui, par la suite, s'est avéré comme étant des informations assez complexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces questions-là, mais je vais vous dire, d'abord, si c'est pour être des jeunes qui envoient des SMS que j'ai reçus là, on n'a pas besoin de ces jeunes au niveau de Burkina Faso. Rosalie est une structure africaine. Allez-y, vous y structurez, mettez votre structure en place, déposez vos dossiers au niveau du MATD. Le MATD vous donne votre récépissé et vous venez me voir en tant que ministre de la Jeunesse, on va collaborer. Quant au CNJ, ceux qui ont mis leur CNJ, c'est une association, bon, donc à vaquer. Le ministère qui a pris l'engagement en signant la charte africaine de la jeunesse, d'organiser la jeunesse, est en train de trouver une voie idoine pour mieux organiser la jeunesse afin que cette jeunesse-là participe de façon pleine donc, à l'émergence du Burkina Faso. Je pense que le ministre a donné des explications vraiment détaillées sur ces deux cas de figure. Heureusement que vous êtes conscient que la jeunesse est politisée, puisque vous l'avez dit. Voilà. Tout à fait. Alors, on va peut-être poursuivre pour parler un peu maintenant de ce projet-là, de ce fonds. En fait, je vais parler du fonds, du programme spécial, création d'emplois. Et voilà, on a suivi un peu ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on en est exactement avec ce programme-là? Alors, je dois rappeler que le programme spécial de création d'emplois a été mis en place en 2012 pour répondre justement donc aux problématiques liées aux questions d'emploi et de sous-emploi des jeunes et des femmes. Et le programme a exécuté sa première phase en 2012 et 2014. Et il y a eu une deuxième phase qui est en train d'être exécutée.
et qui a débuté notamment en 2015. Sauf que 2015, année de la transition, le programme n'a pas eu de ressources pour mettre en œuvre son plan d'action annuel. Alors, ce que je dois dire, c'est que la question d'emploi étant une question transversale, le programme a dans son dispositif jusqu'à 11 ministères qui participent à la mise en œuvre des activités. Voilà. Et chaque année, en fonction justement donc, du budget qui est alloué au programme, on essaie de voir quels sont les ministères qu'on peut garder dans le dispositif. En 2018, nous avons seulement le ministère en charge de la femme et le ministère de la jeunesse lui-même et le ministère du commerce qui sont dans le dispositif. Le ministère du commerce déroule une activité relative aux start-up dont on parlait tantôt. Et au niveau du ministère des femmes, il s'agit essentiellement de former 300 femmes dans la conservation donc, des produits agro-silvopastoraux. Les formations ont eu lieu. Nous attendons de mettre des kits de transformation et de conservation à la disposition de ces femmes formées. Et également des stages de pré-emploi et des stages d'initiation à la vie professionnelle. Alors, le nombre fait 1500 jeunes qui ont été placés. Les stages sont en cours et également 300 volontaires nationaux qui ont été déployés dans les structures privées et publiques. Nous avons vu dans les perspectives du ministère la création d'une agence nationale de la formation professionnelle. En quoi sera-t-elle différente de l'agence nationale pour l'emploi? Ok. Effectivement, dans le cadre donc, des grandes réformes engagées au niveau du département, il y a la réforme de l'Agence nationale pour l'emploi qui devrait effectivement déboucher sur la création d'une Agence nationale de la formation professionnelle. En réalité, l'ANPE, dans sa structuration actuelle, fait et de l'intermédiation et de la formation professionnelle avec les centres de formation professionnelle au niveau régional et provincial. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une agence qui s'occupe exclusivement des centres de formation professionnelle afin que l'ANPE puisse se consacrer à sa mission d'intermédiation et puisse développer d'autres services d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et l'avantage avec l'Agence nationale de la formation professionnelle, c'est qu'on a une structure unique qui, dans un premier temps, s'occupe de tous les centres de formation professionnelle au niveau du ministère, avec bien sûr l'ambition progressivement d'être une structure qui puisse véritablement coordonner l'action des centres de formation professionnelle au niveau de notre pays. Il y a également cette question d'organiser des assises de la formation professionnelle. C'est un programme assez ambitieux. Comment ça va se passer exactement? Et pourquoi déjà et comment ça va se passer? Ok, effectivement, il y a en perspective les assises nationales sur la formation professionnelle. Je pense qu'initialement, il était question même qu'on parle d'états généraux de la formation professionnelle, mais on a pensé que il ne faut pas que ça soit un effet de mode finalement. Tout à fait, tout à fait. Donc en réalité, il s'agit véritablement, comme vous l'avez souligné, aujourd'hui, il est clair qu'il faut aller vers l'acquisition du savoir et du savoir-faire. Et la formation professionnelle aujourd'hui reste le meilleur moyen de pouvoir développer le capital humain au niveau de notre pays afin que ce capital humain soit en mesure de valoriser le potentiel que nous avons. Mais il se passe qu'aujourd'hui, malgré des efforts qui sont faits, on constate qu'il y a toujours des difficultés pour véritablement faire de la formation professionnelle en réalité le meilleur moyen d'acquisition de la qualification. Alors nous sommes dit, en termes de formation professionnelle, en termes d'enseignement technique, il y a pas mal d'acteurs qui interviennent et il s'agit de se retrouver, de discuter sur les difficultés qu'il y a pour véritablement faire une bonne promotion de la formation professionnelle et ensemble parler de la même voix et voir comment désormais la formation professionnelle pourrait effectivement être le moyen le plus utilisé donc, pour l'acquisition des compétences. Il y a la question des passerelles qu'il faut établir aussi entre bien sûr l'enseignement classique et la formation professionnelle. C'est autant de questions qui seront donc débattues au cours de ces assises-là afin que l'on ne parle pas de la nécessité de la formation professionnelle seulement dans les documents d'orientation, mais ça se traduise aussi dans les faits sur le terrain.
Alors, nous allons parler un peu des fonds maintenant, le fonds d'appui à l'emploi, par exemple. Nous voyons que ces jeunes-là sont bénéficiaires du fonds ivoiro-burkinabé. Et nous, enfin, au niveau du ministère, il y a déjà des fonds classiques qui sont là. Comment ces fonds fonctionnent généralement par rapport à des projets comme ces startups-là? Merci. Effectivement, au sein de notre ministère, il y a les autres fonds de financement. Il y a le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le fonds d'appui au secteur informel et le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, le FEJ. Et pour ce qui concerne le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le FAPE, dont je suis la directrice générale, il faut dire que ce fonds était, comme vous le savez, c'est une structure de financement qui a été créée depuis 1998. Et ce fonds accompagne les jeunes porteurs de projets, rentables et pourvoyeurs d'emploi. Pour dire que pour bénéficier de l'accompagnement du FAPE, il faut présenter un projet, un business plan qui est rentable et qui est pourvoyeur d'emploi. Donc c'est les deux critères vraiment essentiels que nous regardons. Et il faut dire que nous accompagnons les jeunes en mettant à leur disposition des fonds dont les montants varient entre 1,5 million et 10 millions de francs CFA. Et en plus des conditions de rentabilité et d'emploi, nous regardons aussi les éléments de garantie. Voilà. Parce qu'au niveau du FAPE, pour bénéficier d'un crédit, il faut aussi présenter une garantie. Et nous ne faisons pas que le financement direct, parce que nous appelons ça le financement direct, nous faisons aussi le préfinancement. Le préfinancement, c'est lorsque un jeune bénéficie d'un marché avec l'État, avec une commune ou même avec une structure privée, il peut approcher le FAPE et nous l'accompagnons en mettant à sa disposition les fonds dont il a besoin et bon, après il rembourse. Voilà. Nous avons un téléspectateur au bout de téléphone, M. Ouedraogo Adama, qui appelle de Ouagadougou. M. Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, Monsieur le ministre. Oui, en fait, moi, ma question, c'est concernant la diaspora. Et il y a des jeunes burkinabés qui sont aux États-Unis, par exemple, en Europe. Voilà, ils voudront, par exemple, rentrer au pays, voilà, et ouvrir des sociétés avec de belles idées. Bon, parce qu'ils ont bénéficié d'une certaine étude ou même d'une certaine formation professionnelle et ils voudront quand même participer, bon, au développement du pays. Maintenant, bon, moi ma question elle est que quels sont les dispositifs, par exemple, que le gouvernement a mis en place ou bien qui prévoit mettre en place pour accompagner, par exemple, ces jeunes. Voilà, c'est tout. Voilà. La question de M. Ouedraogo est adressée directement à M. le ministre. Merci bien, M. Ouedraogo. Je pense que c'est une préoccupation partagée. Lors des États généraux de la jeunesse, nous avons été agréablement surpris d'entendre des représentants de la diaspora nous suggérer de créer une banque de la diaspora qui va permettre à la diaspora de faire de l'épargne, lequel épargne doit servir pour financer des initiatives donc, des gens qui n'ont pas eu la chance d'y aller. Je pense que pour ce qui concerne la diaspora burkinabé, c'est la même réalité que les Burkinabés qui sont à l'intérieur du Burkina Faso. L'insuffisance du plateau de financement des initiatives, mais également le volume financier qu'on les autorise, puisque tout est lié. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à vouloir morceler pour que ça couvre beaucoup plus de gens. Et finalement, beaucoup de gens sont financés, mais pas des financements qui leur permettent de s'en sortir. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, de façon générale, ça c'est pas spécifique au niveau du ministère de la jeunesse, au niveau du gouvernement, donc il y a des initiatives qui sont en train d'être prises pour voir comment est-ce que la diaspora burkinabé peut investir au niveau du Burkina Faso et également comment les compétences donc,
de la diaspora burkinabé peuvent être utiles donc, au niveau du Burkina Faso. Et ça a été longuement discuté lors de la rencontre du forum de la diaspora qui s'est tenu sous la présidence, sous le patronage du chef de l'État. Donc je pense qu'il y a des pistes qui sont, je ne les ai pas tous en détail en tête, mais il y a des pistes qui sont déjà tracées pour permettre donc à la diaspora qui désire et investir ou retourner au Burkina Faso pour donner ses compétences au développement du pays, là, de pouvoir y contribuer. Voilà, pour la réponse à la question de M. Ouedraogo. Je vais m'adresser aux jeunes start-up que nous avons, qui sont des exemples, en tout cas pour la jeunesse burkinabé qui veut entreprendre et qui veut réussir. Claudia, dites-nous, comment est-ce que vous êtes parvenu à cette idée-là de transformer le moringa en granulé, en thé? Comment ça s'est passé? Voilà, dites-nous un peu. Ok, merci. Et il faut d'abord dire que le moringa, c'est une belle plante d'abord. Et en plus de cela, dès le bas âge, nos mamans utilisaient ça dans les cuisines, et dans les plats, je veux dire. Et à travers des recherches à notre niveau, et nous avons fait de telle sorte à travailler les feuilles du moringa tout en gardant les éléments nutritifs. Voilà, pour parvenir à ce stade-là, qui est le thé. Merci beaucoup. Alors, on me fait signe qu'on n'a plus de temps. On a juste 1 minute pour conclure l'émission. Malheureusement, monsieur le ministre, ça va très vite. Voilà, le dernier mot vous revient. Merci. Le dernier mot, c'est encore dire qu'on n'est pas... on n'a pas invité M. Douamba, ni Mademoiselle Nanema, ni Salga, juste pour orner les plateaux. C'est une belle dame, c'est des beaux gosses, tous jeunes, moins de 35 ans, tous vivaces en créativité. Je vous dis qu'on les a invités juste pour montrer que la jeunesse burkinabé est créative. Il y en a beaucoup qui ont cette capacité de créer qu'il faut accompagner. C'était une fierté pour moi de les rencontrer. Quand ils ont été sélectionnés pour le fonds Ivoiro-Burkinabé, j'ai demandé à les rencontrer et j'ai écouté chacun son histoire. Et par exemple, M. Douamba a une belle histoire parce que son histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui a des idées, un jeune qui a une ambition, celle d'innover, d'apporter une solution aux problèmes que nous vivons, à la fois des problèmes d'espace, mais également des problèmes de l'agriculture. Mais cette ambition a été accompagnée par je vous le dis, par un commerçant qui est à peine lettré. C'est le commerçant à peine lettré qui a financé toute l'idée, qui a fait son bonhomme de chemin, parce que c'est de la recherche qu'il a faite avec l'INERA. Et cette recherche-là, qui est en train maintenant d'être mise sous forme de... Donc c'est une belle histoire qu'il faut encourager. Et je voudrais, à l'occasion de cette journée internationale de la jeunesse, les rendre hommage. Ils sont 5 en réalité. Et comme je dis, ce n'est pas le volume financier qui fait forcément la qualité. C'est le projet qui avait le moins de sous. Il avait un projet de 17 millions. Mais celui qui a été jugé comme étant le meilleur projet par les techniciens qui ont évalué le projet. Sinon, lui, il avait 17 millions. Vous aviez 20 millions et lui, 22 millions. C'est ça? Et il y a 2 autres aussi qui ont bénéficié de ces financements-là. Donc, nous allons les suivre afin qu'ils en soient des modèles pour que... Voilà. Enfin, je voudrais dire aux jeunes burkinabés, vous êtes battus, vous avez fait de l'insurrection, vous avez voulu d'un Burkina Faso autre que ce que vous aviez connu, alors il faut vous y mettre. Un jeune burkinabé qui va créer une association, il y a 2 objectifs. Soit tu crées une association professionnelle et tu vas vivre de cela. Puisque vous êtes des mécaniciens, vous créez une association de mécaniciens pour promouvoir le métier de mécanicien, tu peux vivre de cela. Une coopérative, tu peux vivre de cela. Mais un des jeunes burkinabés qui vont créer une association pour la sensibilisation des jeunes, c'est quoi? Et qui vivre de ça, il devient un faux type. Parce que cela suppose qu'il vit de quelque chose d'autre et il veut consacrer juste une portion de son temps pour bâtir la nation. Et je vous invite à faire des choix judicieux et ne pas vouloir forcément. Je dis, ce n'est pas le grand maximum, mais il y a quelques-uns, et comme ils font beaucoup plus de bruit,
comme c'est généralement ça, ils donnent l'impression que voilà, il y a des problèmes majeurs. Donc organisez-vous pour faire en sorte que, en tant que jeune Burkinabé, je puisse consacrer un peu de mon temps au développement de mon pays sans attendre quelque chose immédiatement. Merci, monsieur le ministre, pour ces conseils à la jeunesse burkinabé. Merci en tout cas aux jeunes start-up que nous avons eu le plaisir d'écouter sur leur programme, sur leur projet. Merci à tous les cadres du ministère en charge de la jeunesse. Je rappelle que la Journée internationale de la jeunesse célébrée ce jour 12 août au Burkina Faso sur le thème de l'autonomisation des jeunes et capture du dividende démographique offre l'opportunité en tout cas au ministère en charge de la question de faire un état de lieu des principales actions en faveur de la couche jeune et envisager la suite avec beaucoup plus de sérénité, toujours pour l'épanouissement de la jeunesse. Merci à vous d'avoir suivi cette émission en direct des antennes de la télévision de Burkina. Très bonne suite de programme à tous.